Vous écoutez Horizonte, un podcast sur les personnes exilées au sein du Grand Lyon. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les défis liés à l'accueil et à l'hébergement des migrants et des personnes exilées en France. Alors que le solde migratoire ne cesse d'augmenter, les besoins en termes de logement et d'insertion se font de plus en plus pressants. Pour répondre à cette demande croissante, des initiatives telles que le projet Merging voient le jour, offrant des solutions novatrices pour l'insertion des personnes exilées. Nous recevons aujourd'hui Catherine Mercier-Suissa, professeure en économie, et Noémie Dominguez, maître de conférences en sciences de gestion à l'université Jean Moulin Lyon 3. Ensemble, elles coordonnent le projet Merging, un projet financé par l'Union européenne et qui propose des solutions aux acteurs publics au niveau local, national et européen pour l'intégration des personnes exilées. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le projet Merging ? Donc, le projet Merging, c'est un projet de recherche, innovation et action qui est financé à hauteur de 3 millions d'euros par la Commission européenne dans le cadre des financements de projets de recherche Horizon 2020. Et c'est un projet qui rassemble une dizaine d'équipes européennes, qui est transdisciplinaire. On a des chercheurs en sciences politiques, en économie, en sociologie, en anthropologie, des architectes, des gens qui sont dans le travail social, etc. Donc les membres de l'équipe viennent de, je dirais, 6 pays différents en Europe, 6 académiques et 4 acteurs du monde socio-économique. Et l'idée du projet Merging, c'est vraiment d'essayer de proposer des solutions innovantes pour accélérer l'intégration des personnes réfugiées en prenant comme appui le logement et le logement participatif, ou en tout cas co-construit. Donc on essaie de voir dans quelle mesure est-ce que les actions qu'on va appeler participantes, quand on fait participer des gens à ces actions-là, ces actions vont permettre d'accélérer l'intégration des personnes réfugiées. Et donc, ce projet est un peu partout en Europe. Comme nous sommes à Lyon, est-ce que vous pouvez nous détailler le projet Cocon et parler de ses caractéristiques, même par rapport aux autres projets, aux autres villes ? Oui, bien sûr. Alors, on n'est pas partout en Europe. On est dans 3 villes principalement, qui sont Göteborg en Suède, Valence en Espagne et puis Lyon, donc en France. Et en fait, dans ces 3 villes, on a mis en place et installé un dispositif de logement qui est destiné à Lyon à des personnes réfugiées. Donc le dispositif, il est dans le 8e arrondissement, rue Bataille. On l'a appelé Cocon, parce que c'est de la co-construction. Et puis parce qu'aussi, Lyon, il y avait de la soie, il y avait des petits cocons qui ensuite se transformaient en papillons. Et l'idée, donc, c'est d'avoir des logements individuels, un peu originaux, parce que ce sont des tiny houses. Voilà, des petites maisons en bois d'une 20aine de mètres carrés au sol, qui d'abord préservent l'intimité de la personne, parce qu'on a constaté que les gens qui arrivaient avaient déjà besoin de se mettre à l'abri à un moment ou à un autre, de se poser, pour pouvoir ensuite se projeter dans un projet de vie. Et donc, pour se projeter dans un projet de vie, dans ce dispositif, on a ensuite une politique locale d'accompagnement globale. Alors global parce que c'est de l'accompagnement vers les soins, c'est de l'accompagnement vers les droits, vers la formation, vers l'emploi, etc. Et c'est une politique qui est individualisée. Mais après, les gens peuvent créer, il peut y avoir à un moment ou à un autre une certaine dépendance entre le travailleur social ou l'assistante sociale par exemple qui va mettre en place cette politique et puis le bénéficiaire. Et donc on a décidé aussi d'ouvrir cet accompagnement à d'autres acteurs et en particulier aux gens du quartier, à des associations, à des bénévoles, et permettre à la personne réfugiée d'aller vers ces gens du quartier, etc., et permettre aux gens du quartier aussi de venir sur le site. Parce que je n'ai pas dit, mais le projet Cocon, c'est quand même 7 tiny houses, donc 5 destinés à des personnes réfugiées, 2 destinés à des gens comme vous, comme moi, on n'est pas réfugiés, et une yourte, qui est la maison du projet, donc un espace commun où les gens vont pouvoir se rencontrer et proposer des activités. Pourquoi le choix de ces aménagements comme la yourte ?
Alors le choix de la yourte, la yourte en Mongolie par exemple, c'est un espace de rencontre, c'est un espace de vie, et ça, on trouvait ça particulièrement intéressant déjà parce que c'est un habitat léger, donc il n'y a pas d'ancrage au sol, alors il y a des fondations quand même parce que ça pèse un peu, mais on peut la monter, la démonter, donc il y a un côté un peu nomade, un peu comme les tiny house. Mais il y avait aussi ce côté un petit peu rond, circulaire, de voilà, on est bien ensemble, on est toujours dans cette logique de cocon. Et ça détonne un peu, donc ça attire le regard et ça fait venir aussi les gens vers le site. Donc c'est à la fois une forme d'ouverture, c'est un lieu pour se rassembler. C'est atypique, hein, voilà, si vous vous rendez sur le site, ça détonne un peu dans le paysage. Et c'est un endroit qui se veut chaleureux, un peu dans la tradition mongole des peuples nomades. Qui montent la yourte et qui abritent en fait les voyageurs de passage. Il y a aussi cette notion d'abri, hein, je reviens sur cette notion de cocon. Et c'est aussi un endroit où on a mis une machine à laver. Ça va servir de buanderie parce que les tiny house, c'est pas hyper grand. Et donc les résidents, ils vont avoir besoin de faire nettoyer leur linge. Et c'est l'occasion aussi où les gens vont pouvoir discuter les uns avec les autres. Hein, pendant que vous faites la machine tourne, vous pouvez prendre le café, il y a des tables, vous pouvez vous asseoir, etc. Et c'est vraiment un endroit pour créer du lien. Hein, créer, on va dire, du lien social, comme pourraient parler les sociologues. Ouais. Si on décrit un peu l'intérieur de la yourte quand vous rentrez, vous avez un puits de lumière en haut, donc on n'a pas besoin de l'allumer, c'est de la lumière naturelle qui est très chaleureuse. Et tout est en bois. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très chaleureux. Il y a une petite cuisine, il y a un petit espace buanderie. Donc en fait, tout est fait pour que les gens des tiny house puissent venir, mais aussi les gens de l'extérieur puissent aussi venir. On n'est pas dans une laverie, par exemple. Hein. Il y a vraiment un espace de discussion, de rencontre. Il y a un espace plutôt buanderie, cuisine, etc. Et l'idée, c'est que dans ces 40 mètres carrés de la yourte, à peu près, de pouvoir créer des espaces de rencontre et à la fois des moments de rencontre et des moments aussi un petit peu d'intimité. Vous n'avez pas forcément envie de parler avec vos voisins tout le temps quand vous êtes en train de laver vos vêtements, par exemple. Mais ça permet aussi un peu tout ça. Quand est-ce que les travaux de construction vont se terminer et qui travaille avec vous? Alors, en principe, les travaux, on va dire, de viabilisation du site, implantation des tiny house, implantation de la yourte, etc., ça, c'est terminé. Donc, on est passé, la dernière phase, c'est l'aménagement des espaces extérieurs. Donc, on a semé du gazon, par exemple. Il nous reste à mettre des espèces de potagers, enfin de bacs, c'est un peu surélevé pour faire des potagers, mais ça, normalement, d'ici la fin du mois, ça devrait être bon. Après, on a derniers détails techniques à régler, et non des moindres, qui est le raccordement à l'électricité. Donc on a le consuel qui est passé, et on attend maintenant le raccord pour que Enedis baisse la manette, et qu'on ait du courant, et que les gens puissent donc emménager. C'est tout à fait ça. Hein. Le travaux de gros œuvres a été fait cet été, à peu près. Donc entre les mois de juin et de septembre, ensuite on a pu construire la tiny house, la yourte, et faire venir les tiny house. Et maintenant on est en train de végétaliser les espaces extérieurs pour apporter à la fois de l'intimité aux personnes. Et puis on s'est tous rendu compte aussi pendant le Covid que le lien avec la nature était extrêmement important. Donc voilà, là on travaille avec des associations locales, hein, la Société protectrice des végétaux par exemple, qui est venue planter des arbres qui sont déjà assez grands, certains font plusieurs mètres de haut déjà, et ça va à la fois isoler un peu le site, donner de l'intimité aux voisins et aux futurs résidents, et apporter cette dimension nature qui nous manque en ville et qui est extrêmement importante. Comment est-ce que vous allez définir les personnes qui vont bénéficier des logements ? Alors ça, c'était dans le projet de recherche, puisqu'on travaille finalement sur le lien qui existe entre le logement et l'intégration. L'intégration de personnes réfugiées dans les sociétés d'accueil. Donc on est parti du principe que pour que les gens s'intègrent, il fallait qu'ils aient le droit de le faire, le droit, on va dire, officiellement de le faire. Donc on a décidé qu'on s'adresserait à un public de réfugiés au sens statutaire du terme, c'est-à-dire des bénéficiaires de la protection internationale. Ça peut être des bénéficiaires de la protection subsidiaire, de la protection temporaire pour des Ukrainiens par exemple, ou des gens qui viennent d'avoir le statut de réfugié. Et à Lyon, il y a une association qui s'appelle le Forum Réfugiés, qui travaille avec l'État, avec la préfecture,
et qui a une liste de personnes qui ont eu le statut de réfugié, mais qui sont dans l'attente d'un logement. Donc en fait, c'est l'association avec laquelle on travaille qui fait la politique d'accompagnement social, qui est le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qui est en lien avec Forum Réfugiés et qui sélectionne, et même si j'aime pas bien le terme, mais qui trouve, si vous voulez, les réfugiés qui vont y habiter et qui fait le peuplement. Voilà. Il faut savoir une chose, c'est que... alors, effectivement, au début, on s'était beaucoup interrogé sur quel type de public, et parce que aussi chacun des pays dans lesquels nous travaillons a des spécificités en termes sur le plan légal. Et on s'est dit, pour que la personne, effectivement, puisse s'intégrer, il faut qu'elle soit en droit de travailler. Et actuellement, vous avez toute une partie de la population exilée qui n'a pas cette autorisation-là, ou alors... il y aurait une autorisation, mais sur demande exceptionnelle du préfet, donc ça arrive quand même très très rarement. Donc on s'est dit, ça nous laisse, entre guillemets, et c'est vraiment que des guillemets, les populations réfugiées. Il y a un rapport qui était sorti, un rapport publié par la DIAL en 2021, alors ça date un peu, ça commence à dater un petit peu, mais c'est pas grave, qui montrait qu'en fait 25% des personnes en France qui avaient obtenu le statut de réfugié étaient aujourd'hui sans domicile fixe. Parce que pas assez de place, parce que pas assez de logements, parce que pas assez de choses. Donc, des gens qui ont le droit d'être sur le territoire, qui ont le droit de s'intégrer, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas accès à un logement. Donc là, l'idée du projet Merging, c'est aussi de venir un petit peu compenser ça en disant, nous, on a une solution qui ne va pas être permanente. C'est pas un logement en dur, c'est une solution temporaire, mais qui peut servir de sas un petit peu entre la vie en CADA et puis la vie dans un logement, qui soit privé ou social ou autre. Il y a beaucoup de gens qui habitent chez des amis, par exemple, mais qui vont d'amis en amis, c'est très instable, ils n'ont pas vraiment d'adresse fixe, donc l'idée, là aussi, c'est permettre aux gens d'avoir une adresse. Et puis c'est bête, mais si vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de travail, mais si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de logement. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, et c'est avec des plans comme par exemple le logement d'abord, on s'est bien rendu compte qu'en réalité, le logement, c'est la base de tout. Une fois que vous avez un logement, derrière le processus d'intégration et de reconstruction, il peut se mettre en place. Mais si vous n'avez pas quelque chose de stable dans une vie qui ne l'est pas, ça va devenir très très compliqué. Jusqu'à présent, quelles ont été les réactions des voisins et des personnes qui ont découvert votre projet et comment leur regard a évolué pendant les différentes phases de construction du chantier? Alors, c'est une très bonne question. En fait, au début, si vous voulez, avant de choisir un site et puis d'implanter les tiny, alors ce qu'on n'avait pas dit, c'est que ces tiny houses, elles ont été construites en forme de chantier participatif, donc par des gens qui soit s'intéressent à la construction du bois, soit des gens qui avaient le statut de réfugié auparavant, dans un laboratoire de 14, qui est le collectif d'architectes et d'urbanistes avec lequel on travaille dans le projet Merging. Et donc, ces tiny, on a cherché un lieu pour les installer, les implanter. Et après plusieurs recherches, on a trouvé un terrain qui appartient au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. On a décidé de présenter le projet aux habitants du quartier. En disant, vous allez avoir cette tiny house, plus une yourte, qu'on vous explique quand même ce qu'on va faire et ce qu'il en est, etc. Et donc, on a occasionné une réunion publique à la MJC, la ENEC, avec les gens du quartier. On a eu une trentaine de personnes qui est venue, ou un peu plus, je ne sais plus. Finalement, assez remonté contre le projet. Ils nous ont laissé le présenter. Et puis, on a eu après des remarques, des critiques, des interventions assez violentes à l'égard du projet, où assez clairement, on a cru entendre que, non, on ne voulait pas rajouter de la pauvreté à la pauvreté dans un quartier qui était déjà pas richement doté, on va dire. Il y a eu des craintes qui ont été exprimées sur l'insécurité. Par exemple, est-ce que ça n'allait pas attirer des bandes? Est-ce qu'il n'allait pas y avoir des trafics? Est-ce que ci, est-ce que ça? Donc, ce qui était intéressant pendant cette réunion publique, c'est qu'il y avait le maire du 8e, il y avait l'adjointe aux affaires sociales qui était là, et qui ont, avec nous, répondu aux questions en disant aux voisins, mais saisissez peut-être cette occasion comme une opportunité pour demander des choses. Alors là, on a eu un peu la liste des courses en disant, puisqu'on peut demander des choses, on veut des caméras, on veut davantage de rondes de police. Bon, alors là, le site ne pouvait pas apporter grand-chose par rapport à ça. En revanche, il disait, on aimerait bien avoir un marché de primeurs, par exemple,
Alors là, on s'est dit, bah oui, tiens, pourquoi pas sur le site, est-ce que dans la yourte, il n'y a pas un moment ou un autre, on pourrait faire une AMAP où le maire répondant, à la limite, vous, les voisins, venez nous voir, qu'on en discute plus sérieusement, peut-être qu'on fera revenir un marché dans le quartier, etc. Donc, progressivement, on va dire, même si au départ, c'était assez négatif, ça a un peu basculé. Et puis alors, après, ça a été notre travail, où on a fait pas mal d'animations, pour faire venir les gens sur le terrain. Alors quand je dis des animations, c'est le déjeuner des voisins, c'est une chasse à l'œuf, c'est une exposition sur les grilles avec des photos, des portraits de personnes en exil, etc. Tout simplement pour attirer l'attention, que les gens viennent, et puis qu'on les rencontre, qu'on en discute. Et dans une deuxième étape, on a des gens qui au début ont finalement pris part au projet, hein, c'est-à-dire je viens à la réunion, je prends part à la discussion, et qui ensuite, maintenant, apportent leur part en nous disant, nous, ça nous intéresse, vous dites que vous voulez mettre des rosiers, des plantes, moi j'ai des graines, je vais vous les donner, moi j'ai un arbre, il serait peut-être bien si on le plantait, etc. Et puis, qui dans un dernier temps, vont essayer probablement de recevoir leur part, en disant qu'ils ont peut-être intérêt à ce que dans la yourte, on ait des activités qui les intéressent. Je dis n'importe quoi, imaginons des cours de cuisine, une activité pilates, yoga. Bon, ça peut être un lieu de plus pour venir faire du sport, se rencontrer, etc. Donc il y a eu une évolution, pour répondre à votre question, certaine. On n'a pas suffisamment de recul pour vous dire maintenant si tout le monde est devenu très ami ou pas. Mais entre le départ, où il y a eu un espèce de refus de principe, je dirais, et maintenant, il y a effectivement eu une évolution, on va dire, positive. La discussion, ça fait tout, parce que, effectivement, alors si on se replonge un peu sur l'histoire de ce terrain-là, parce que ça explique aussi beaucoup des réticences de départ. Au tout début, en fait, le terrain sur lequel les tiny sont déposés, c'était un terrain sur lequel il y avait une ancienne maison qui avait été léguée à notre partenaire, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et pour la petite histoire, entre le moment où ils ont reçu le legs et le moment où ils ont voulu aller inspecter la maison a été squattée. Et une fois qu'une maison est squattée, c'est très très dur de déloger les squatteurs. Ça a pris à peu près 3 ans, il me semble, quelque chose comme ça, voire peut-être un peu plus. Et ça a généré énormément de désagréments aux voisins du quartier. Parce que c'était un squat, un des pires squats que j'ai visité, je pense. Et donc du coup, ils ont eu beaucoup de mal à se faire entendre pour faire cesser les nuisances. Et donc du coup, quand on leur dit, on a rasé la maison, mais on va vous mettre des tiny dessus, avec des personnes qui sont en situation vulnérable, eux se sont dit, en fait non, vu ce qu'on a vécu, on va pas recommencer. Et puis qu'est-ce qui nous dit que vous dites cette tiny house, mais qu'il n'y a pas des gens qui vont venir aussi un peu squatter, on n'en sait rien, mais vu ce qui s'est passé dans le quartier, avec un historique aussi de criminalité, entre guillemets, légère dans le quartier, puisqu'il y avait des jeunes qui désossaient des voitures juste en face. Donc d'où aussi la demande pour avoir des rondes de police en plus. Une fois qu'on a discuté avec les gens du voisinage, en fait, on a mieux compris tout ça, et on a été capable de discuter point par point avec eux. Et en fait, aujourd'hui, comme le disait Catherine, on est passé d'une logique de levée de bouclier de la part de certaines personnes, alors il y avait quand même des personnes qui n'étaient pas opposées, mais c'était quand même minoritaire, à une logique de aujourd'hui ça m'intéresse, moi j'ai envie de prendre part à la vie du site, et j'ai aussi envie parce que c'est une occasion pour redynamiser un quartier qui est très résidentiel, et on est dans un quartier qui est à 80% constitué de logements sociaux, donc effectivement la notion de misère dans la misère, elle peut se comprendre, mais une fois qu'on leur a montré les plans du site, qu'on leur a expliqué un petit peu, il y aurait des espaces végétaux, etc., finalement tout le monde y a trouvé un peu son compte, qu'il n'y aurait pas de vis-à-vis, ça c'était hyper important. Les choses se sont apaisées d'elles-mêmes en fait. C'est bien, donc c'est un projet bien structuré qui est entouré rien que des atouts positifs. Et voilà, et cela voudra dire que vous avez donc le soutien de la métropole. Alors, on a rencontré les autorités politiques, publiques, plusieurs fois. Au début, quand on était dans notre recherche d'ailleurs de lieux pour implanter le dispositif, il n'y avait pas de terrain vraiment disponible pour le projet. Mais à partir du moment où on s'est arrêté avec le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, etc., le foyer a pu faire des demandes de subventions, d'aide financière, et on a reçu le soutien de la métropole à ce niveau-là. Et en plus, on a eu un soutien, je vais dire, officiel au tout début, lorsqu'on a fait ce qu'on appelle le kick-off meeting, c'est-à-dire la réunion de lancement du projet. On a le vice-président en charge du logement de la métropole, Renaud Père, qui a fait l'ouverture du meeting, de la réunion.
Donc c'était symbolique, mais c'était aussi un signal assez fort, comme quoi la ville, dans le cadre de sa politique de l'hospitalité, enfin la ville et la métropole, sont favorables à ce type de projet et à cette expérimentation. Oui, et quand on a fait notre première réunion publique, il y avait aussi des représentants de ces institutions publiques locales. Donc le soutien, je dirais un soutien affiché et franc, c'est quand même assez important. Et une fois que les réfugiés seront installés, quelles sont les actions et les activités que vous voulez mettre en place pour les accompagner vers l'intégration? Et est-ce qu'il y aura un accompagnement médico-social? Alors ça va dépendre complètement du profil des gens qui seront hébergés. En fait, c'est une politique, si vous voulez, globale d'accompagnement, mais individualisée. Donc l'idée déjà, c'est de définir avec les personnes leurs besoins, et en fonction de ces besoins, d'y apporter des éléments de réponse, et faire en sorte aussi que ce soit les gens qui apportent aussi et trouvent les solutions. Donc on a toute une dimension, en anglais on parle d'empowerment, c'est redonner le pouvoir d'agir aux personnes, en leur indiquant aussi à qui s'adresser, où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est, si vous voulez, les premières actions sur les aspects politiques d'accompagnement vers l'accès aux droits. Ce qui va être, à mon avis, probablement le plus important, c'est d'avoir un accès à un logement durable, un accès à un logement pérenne. Là, c'est transitoire, hein, la situation. C'est vous restez sur le site Cocon, mais bien évidemment, le but, ça va être d'aller vers un logement durable, un logement pérenne. Et puis après, il y a toute une série d'activités qui vont avoir lieu dans la yourte, qui vont avoir lieu à l'extérieur, dans les jardins, en lien avec les résidents, avec les gens du quartier, et qui seront animés par une personne qui s'appelle Marine Liégeois, on peut le dire, qui va animer finalement ce tiers-lieu. Puisque la yourte, on peut considérer que ses extérieurs, c'est un tiers-lieu, et qui va avoir toute une programmation culturelle, artistique, voire sportive, on peut imaginer. Ça va dépendre aussi du profil et des besoins et des envies des gens. D'accord, et du coup, il nous reste une dernière question qui porte un peu sur un thème assez global, c'est sur l'évaluation de la portée du projet. Comment, en fait, vous allez essayer de le mesurer Alors on travaille avec un cabinet bruxellois qui s'appelle le COTA, qui fait de l'évaluation sociale de projets pilotes ou de projets de ce type-là, qui nous accompagne justement dans l'évaluation de la portée du projet, de la façon dont nous, entre nous, déjà au sein du projet Merging, on s'est tous organisés pour essayer d'identifier des bonnes pratiques et puis aussi des facteurs de frein. Ces éléments-là vont être transmis à la Commission européenne. Et puis pour voir aussi finalement qu'est-ce que ça apporte, ça. Et si on devait le répliquer, qu'est-ce qu'on peut attendre, quel impact ça va avoir sur les gens, sur le territoire, est-ce que c'est durable, pas durable. Donc ça, c'est nos partenaires qui s'en chargent. On a créé ce qu'on appelle, lors de la première année du projet, on avait travaillé à définir ce qu'on appelle la théorie du changement. Et la théorie du changement, c'est, OK, dans un idéal type, où est-ce qu'on aimerait amener le projet ? On aimerait, par exemple, redynamiser un quartier, on aimerait que tout le monde soit intégré, et voilà. Donc vraiment, la vision un peu idéaliste, presque un peu oui-oui, hein. Mais voilà, on définit cette vision-là, et ensuite, on va dire, OK, quels sont les acteurs qui vont être impliqués, et on définit ensemble, finalement, les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer le succès du projet au regard des objectifs qu'on s'était fixés. Et pour finir sur ces mesures, ces évaluations, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris va travailler avec 2 associations, l'AMRI à Lyon et une agence de conseil en économie sociale aussi, pour poursuivre les observations qu'on aura menées dans le cadre du projet Merging et pour mettre en place finalement des mesures d'impact. Et voir effectivement l'impact du projet sur les gens, les bénéficiaires, le quartier, etc. Ouais. Là où c'est compliqué, c'est qu'effectivement, normalement, pour faire des mesures d'impact, c'est des mesures qui se font sur des durées longues, qui pour nous semblent longues. Ça va être du 5-10 ans, et c'est un temps qu'on n'a pas. Donc là, dans un premier temps, nos partenaires ont fait une première évaluation dans le temps du projet, et ensuite, effectivement, d'autres associations vont prendre le relais pour observer ça sur le temps plus long. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Merci de vous intéresser à cette initiative. Ouais. Et puis, on espère que cette initiative, elle va susciter d'autres vocations, puis qu'il y en aura d'autres aussi.
Donc on peut vous trouver aussi en ligne, vous avez un site internet, des réseaux sociaux. Alors on a un site internet, c'est www.merging-housing-project.eu. Comme Europe. Et n'hésitez pas à vous rendre sur le site, rue Bataille, dans le 8e. Vous verrez, il y a, 173 rue voilà, Bataille. il y a une yourte, on ne peut pas la rater, on dirait qu'elle vient de Mars. D'accord, merci beaucoup. Horizon est un podcast créé à Lyon par des volontés prodiges, un programme du service de coopération au développement. Ce projet est cofinancé par l'Agence française de développement, l'Agence du service civique, la ville de Lyon et la métropole de Lyon.